Je sais pas s'il y a un mot en français pour prequel, mais je sais que c'est difficile d'en trouver un qui est bon. Les prequels de la Guerre des Étoiles, disons qu'ils ont leurs critiques. Le film d'aujourd'hui, c'en est un, c'est Albator. Albator, l'Atlantis de ma jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un film d'animation de 82 qui fait suite à la série télé qui a passé dans les années 70-80, qui raconte les aventures d'un corsaire de l'espace et de son fidèle équipage et de son vaisseau, l'Atlantis. Dans la première série télé, Albator affrontait les Sylvidres, de redoutables femmes humanoïdes. C'était vraiment très cool. Ici, donc c'est un prequel, ça se passe avant. La Terre est occupée par une autre race extraterrestre, les humanoïdes, qui ont donc envahi la Terre. C'est un empire galactique. La Terre est maintenant gouvernée en réalité par les humanoïdes, mais formellement par un gouvernement de collaborateurs. Ce gouvernement-là compte dans ses troupes un bon nombre d'habitants d'une autre planète, mais c'est des êtres humains aussi, là, donc c'est ça. Tout vol interplanétaire est interdit, puis en vérité, à peu près tout le monde vit dans la pauvreté, sauf ceux que le gouvernement d'occupation extraterrestre des humanoïdes, ceux à qui il permet donc de travailler pour eux autres en tant que pilote et en tant que soldat. Au début, Albator, c'est un pilote, comme ça, c'est un très jeune pilote, c'est sûr, il y a à peine 20 ans, j'imagine. On lui propose de travailler pour les humanoïdes, mais lui refuse. Albator, dès le début, c'est quelqu'un qui est courageux, noble, qui n'a qu'une parole, et pour lui, il n'est pas question de travailler pour ces envahisseurs-là, il veut rien savoir. Et donc, il refuse, mais les collaborateurs découvrent que les envahisseurs prévoient le génocide d'une autre planète, justement la planète d'êtres humains dont beaucoup de ressortissants font partie de l'armée d'occupation finalement. Donc, j'ai mentionné qu'il y avait une autre planète, c'est cette planète-là. Donc, puis eux, ils ont collaboré avec les humanoïdes pour protéger leur planète en bonne partie. Donc maintenant, ils apprennent qu'ils vont se faire exterminer jusqu'au dernier. Alors, les collaborateurs, de façon clandestine, demandent à Albator de sauver cette planète-là. Honnêtement, c'est franchement excellent. J'ai adoré ça. Ça dure 2 heures, le film. C'est peut-être un petit peu long à notre époque où on a moins de capacité de concentration qu'un enfant de 8 ans en 1982. Mais c'est bon pour un paquet de raisons. J'en ai nommé 3, mais j'aurais pu en nommer beaucoup plus que ça en vérité. La première, c'est qu'à beaucoup de points de vue, c'est vraiment le prequel dont on rêve. C'est tout ce qu'on veut qu'un prequel soit. Non seulement c'est un prequel, mais en fait, Albator, c'est un vaste univers narratif, en fait. Il y a d'autres séries, il y a de nombreux films qui se passent dans cet univers-là. Ça couvre, c'est sûr, plusieurs personnages de nombreuses années, etc. Puis, dans ce film-là, il y a la fille Albator, essentiellement, Esmeralda, je pense qu'elle s'appelle. C'est un des personnages principaux, elle est là presque tout le long, donc il y a déjà le grand plaisir de voir ces deux personnages-là, de cet univers-là, qui d'habitude se croisent pas, mais ici, ils se croisent. C'est un peu comme quand Frankenstein rencontre le loup-garou, là, si on veut, ce genre d'histoire-là. Donc déjà, il y a ce côté-là qui est le fun, mais on voit comment tous les personnages qu'on rencontre régulièrement dans la série télé, à peu près. Donc, le Alfred, le gars avec les lunettes, puis la fille avec les yeux blancs, qui est plus ou moins télépathe, ou je sais pas trop quoi, puis il y a la mascotte, un oiseau, là, peu importe, il y a plein, le vaisseau spatial, le genre de moteur, ordinateur qu'ils utilisent dans le vaisseau spatial, l'Atlantis, etc. Ben, tout ça est présenté dans Albator, l'Atlantis de ma jeunesse. Là, on voit comment toutes ces affaires-là se mettent en place, comment est-ce que ça rentre dans la vie d'Albator. Puis c'est très, très bien amené dans tous les cas. Puis c'est difficile à bien réussir. George Lucas a essayé de faire ça dans les fameux prequels. C-3PO a été créé par Anakin quand il avait 5 ans.
C'est un peu ordinaire, si on est bien sincère. Les préquels, je pense qu'on peut les défendre, mais c'est mieux réussi là-dedans que dans le film de Lucas. Puis en fait, c'est ça. Tous ces différents personnages-là, puis ces différents éléments de la légende d'Albator sont présentés de manière très naturelle. Ça arrive à propos, on apprend comment Albator perd son œil. Puis il y a d'autres films, d'autres préquels qui essaient de faire ça, mais c'est difficile de le faire d'une manière subtile. Puis là, c'est vraiment bien amené, puis c'est super le fun de voir comment tout ça arrive. Là. C'est wow, ok. Bon. Non seulement il y a tout ça, mais en plus de ça, on voit les ancêtres d'Albator. Il y a une machine à lire les souvenirs ancestraux, là. Donc les humanoïdes, je pense. En tout cas, Albator et Alfred se font connecter sur une machine, comme dans Assassin's Creed, essentiellement, un peu le même genre de principe. Là. Puis c'est projeté sur un écran, puis on apprend que Albator était un pilote de la Luftwaffe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il voulait déserter, puis c'est à ce moment-là qu'il rencontre Alfred, puis il y a toute cette séquence-là, etc. Mais on voit aussi au tout début du film le père d'Albator, donc une génération avant l'histoire d'Albator en tant que tel, le père d'Albator qui a un biplane, qui pilote lui-même, qui a construit lui-même, je pense. Fait qu'il y a plusieurs éléments des ancêtres d'Albator, puis comment est-ce que ça répercute la vie de tous les personnages à l'époque contemporaine du film, etc. Puis c'est vraiment agréable, ça. C'est vraiment très, très le fun, ça. Ça me fait qu'il y a un Achille Talon. J'oublie c'est lequel. Il n'y a, Dieu merci, qu'un seul Achille Talon, je pense, qui s'appelle les bandes dessinées d'Achille Talon, où est-ce qu'on voit l'ancêtre pithécanthrope là, de Talon, puis tout ça, là, Talon chez les mousquetaires, puis tout ça. Je l'aime bien gros, celui-là. Pourquoi c'est bon à part de ça? Je vais y aller rapidement, mais c'est super beau. C'est réalisé avec grand art, en quelque part. Puis il y a des détails, par exemple, comme il y a deux filles qui se font capturer, Esmeralda puis le grand amour d'Albator. Leur exécution est prévue pour le lendemain et on les voit étendues dans une sorte d'hôpital, là. Puis elle regarde le plafond, puis il y a une ampoule. Puis entre l'ampoule et elle, il y a des lucioles, comme des papillons, là, des lucioles qui volent. On coupe, on les voit elles, après ça, on coupe à l'ampoule avec la luciole qui passe devant, puis là, on recoupe aux deux filles. Puis là, parce que la luciole passe devant la lumière est comme filtrée par le mouvement du papillon. Fait qu'il y a cet effet-là d'ombre, de diaphane, là, si on veut, qui frétille là, au-dessus des visages des deux filles. Franchement, c'est épatant, là, sérieux, là. Puis, c'est ça, à un moment donné, vers la fin, il y a, Albator est dans son vaisseau, puis il y a un pétale de fleurs, un pétale de rose, là, il y a la rose de la liberté. Bon, c'est très symbolique. Puis là, il y a un pétale de rose qui tombe sur le poste de navigation. Encore une fois, c'est super beau. C'est réalisé comme dans un grand film. C'est très, très bien réalisé. C'est très beau, bien exécuté, les plans, puis tout ça. C'est épique, voilà. Puis la musique est super bonne. Donc, il y a beaucoup de belles séquences, beaucoup d'éléments de décor qui sont super beaux. Puis c'est ça, la musique est excellente, atmosphérique. Il y a l'Adagio d'Albinoni qui est très présent dans la trame sonore. Fait que tout ça mis ensemble fait que c'est réalisé avec un soin du détail, de la beauté, avec clairement le désir de produire quelque chose qui appartient au grand art, là, pour un film de pirates de l'espace, toujours bien. Puis la dernière affaire que je vais dire, pourquoi c'est bon, c'est que émotivement, c'est étonnant à quel point c'est efficace. Il y a des moments où c'est trop, il y a des moments où je pense que ça tombe carrément dans le pathos. Donc ça beurre assez épais, le pathos. Mais règle générale, toutes les situations émotives sont extrêmement touchantes. En tout cas, moi, peut-être que j'étais d'humeur à me laisser atteindre par ça, mais j'ai été ému par ce film-là. Plus qu'une fois, à plusieurs reprises, touché, là. La naissance de l'amitié sincère et réelle entre Albator et Alfred, le mécanicien. Le fait que clairement, ils deviennent grands copains puis qu'ils s'aiment pour vrai, là. C'est magnifique, ça. Tout ce qui concerne l'histoire d'amour entre Albator et la jeune fille avec qui il y a un amour, tout ça, bon, ça fonctionne plutôt bien, je dirais. Il y a le personnage de l'amiral qui est le chef de l'armée d'occupation. Donc, en principe, c'est le gros méchant. Puis clairement, l'armée d'occupation, ils sont méchants là-dedans.
Mais c'est un personnage super intéressant. C'est l'archétype, si j'ose dire, du méchant noble. Un peu comme on peut imaginer Rommel, le général, le nazi que les gens trouvent cool. Mais parce qu'il c'est pas un nazi, justement, c'est le général de l'armée ennemie pour qui tout le monde a du respect, finalement. Un peu ça l'idée. Fait qu'il y a un côté, si on veut, Rommel, chez ce personnage-là de l'armée d'occupation. Puis c'est vraiment le miroir d'Albator sur certains points de vue, parce que chez Albator, ce qui est clairement important, c'est le sens de la justice, le sens de ce qui est pas la morale, ok, pas le bien et le mal, mais correct, pas correct, ce qui n'est pas la même chose, là. Okay? C'est une profonde justice, comme la justice naturelle. Quelque chose, moi, personnellement, qui me rejoint énormément, je l'avoue. Je l'avoue. Ça, pour moi, ça me parle. Genre, ça, c'est pas correct. Ben, ce sentiment-là, Albator, il l'a. Le personnage, l'amiral ennemi, est différent là-dessus, mais là, il y a lui aussi, il y a quand même un sens de la chevalerie. Il se comporte comme quelqu'un dont le travail est d'être le général de l'armée d'occupation. C'est ça le lien avec Rommel, peut-être. Mais c'est pas un bourreau, c'est pas un tyran, c'est rien de ça. Puis il respecte profondément Albator. C'est un point crucial de l'intrigue, en fait, ça. Puis la dernière affaire que je vais dire sur pourquoi c'est bon, au niveau de la vérité émotive, c'est qu'il y a une histoire de génocide là-dedans. Cette histoire de l'autre planète là, qui a des bonnes chances, on va dire, de se faire génocider. Ben, je vais vous dire, toute cette séquence-là, émotivement, comment ça se met en place, ça marche. Comparé avec l'explosion de la planète Vulcain, dans le premier film de Star Trek là, de J.J. Abrams, là, la nouvelle série de l'univers Kelvin, j'ai bien aimé les films de Star Trek. Je trouve qu'ils sont plutôt réussis et très réussis. Mais ils font sauter Vulcain à un moment donné. Puis ça, c'est toute la partie où est-ce que je trouve qu'ils ont complètement raté le bateau, là. Ils veulent que les gens ressentent quelque chose à ce moment-là. C'est une manière de créer un bouleversement chez le spectateur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ça le fait pas du tout. Ça fait juste, c'est veg. C'est poche, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est ça la réaction. Donc, mais c'est ça, une planète détruite. Là, ici, on a un peu l'équivalent. En tout cas, c'est une histoire de génocide. Là-dedans, ça marche. Dans Albator, ça marche. Puis ça serait intéressant de comparer pourquoi il y en a un que ça marche, puis l'autre que ça marche pas. Ce serait un exercice vraiment intéressant. Puis je pense que c'est peut-être parce que tout le film, justement, a plus de vérité émotive. Mais ceci dit, je suis pas entièrement certain. Puis ça m'amène à mon point de réflexion sur lequel je vais être très bref. OK, c'est un film d'animation japonais de 1982. Donc on est environ 40 ans, après même 35 ans à peu près, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où l'armée impériale japonaise ont perdu, puis ils ont reçu une bombe nucléaire sur la tête, on s'en souviendra. Même 2 bombes. Dans les scènes où on voit l'armée d'occupation extraterrestre interagir avec les humains, j'ai clairement senti l'expression d'un peuple qui a été occupé par un autre. Ça avait la saveur de comment le manque de respect s'exprime, comment ça s'articule, cette relation-là. Mais en même temps, ce que le film dit pas, c'est qu'ils en ont occupé en masse, les Japonais, les armées d'occupation japonaises, quand ils ont occupé la Mandchourie, par exemple, la Mandchourie, ben, c'était des monstres, là. Okay? Ils considéraient les gens qu'ils occupaient comme pas des êtres humains. Ils sont là pour se faire découper en morceaux. C'est des galets à écarter du bord du pied, apparemment, là, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. L'armée d'occupation impériale japonaise, quand ils envahissaient un pays, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête qui me viennent de gens qui ont dit « Ah, ils ont été bien corrects avec nous autres. » C'était pas le style de la maison. Fait comment interpréter ça? Okay. Je le sais pas. C'est intéressant. Parce qu'il y a une partie qui a de l'air hyper sincère dans le film, mais il y a une partie qui c'est moins claire. Puis il y a une radio clandestine qui envoie des messages de libération. Libérez-vous, peuple de la terre, la liberté, la liberté. Et ça sonnait faux. Puis moi, la liberté, je suis plutôt pas, voyez-vous. Mais
Dans le film, c'est les moments où j'avais l'impression qu'on essayait de me vendre quelque chose. Mais je suis pas certain c'est quoi. Ça me ramène encore une fois à une idée que j'ai beaucoup en tête ces temps-ci, qui est quand on regarde un film, par exemple, d'un autre pays, il y a une partie de l'idéologie qu'on n'est pas capable de percevoir, même quand ils sont en train d'essayer de nous en passer une. Puis il y a une partie où est-ce que ça fonctionne, puis on s'en rend pas compte. Une partie qu'on intègre, puis qui nous influence sans qu'on s'en rende compte. Ne serait-ce que pour les films américains, parce qu'on en regarde tellement, puis on baigne tellement là-dedans que ça finit par nous influencer. Mais il y a une partie aussi qui nous passe par-dessus la tête, parce qu'on n'a pas les points de référence. Bon, peu importe, ça sera ça les pistes de réflexion essentiellement. 2 éléments sur lesquels je vais terminer rapidement. Une des valeurs qui est mise de l'avant dans le film, c'est le sacrifice et le don de soi. Puis ça, c'est un des éléments que j'ai trouvé extrêmement efficace émotivement. Ça, c'est vraiment venu me chercher, cet élément-là. Mais en même temps, je sais, pour l'avoir lu, puis l'avoir vu passer, puis avoir regardé des films, puis tout ça, que le sacrifice et le don de soi, c'est un élément, par exemple, des films communistes, des films de propagande, si on veut, de la propagande communiste. Puis l'idée, c'est évidemment pas que le sacrifice et le don de soi sont des mauvaises choses, ce sont des choses merveilleuses. Mais, parce que ce sont des choses qui ont une valeur réelle, les gouvernements communistes, par exemple, utilisent ça, ils savent que ça va aller chercher les gens, ça fait qu'ils jouent sur cette corde-là, ça sera l'hypothèse. Puis, les nazis utilisaient ça. Et dans Mein Kampf, d'un dénommé Adolf Hitler, peut-être que vous en avez entendu parler, ben dans Mein Kampf, quand Hitler dit que les Juifs sont pas gentils puis qu'ils ont des déhérités, etc., quand il part sur une de ces chires, ben, dans le petit bout que moi j'ai lu, en tout cas, le principal reproche qu'il leur fait, c'est que d'après lui, ils n'ont pas le sens du sacrifice et du don de soi. C'est pas vrai. Okay? Mais c'est le truc, lui, qui vient. C'est ça, pour lui, le gros truc. Là. Okay? Est-ce que ça veut dire que le sacrifice et le don de soi est tout le temps mauvais? Ben, naturellement, non. Mais en même temps, dans les films américains, c'est un peu ça pareil qu'ils nous disent. C'est quasiment le sacrifice des autres pour soi jusqu'à un certain point. Non, mais implicitement. C'est ça. Ben, dans le cas de Ayn Rand, c'est carrément ça. Dernière affaire que je mentionne, les humanoïdes disent au début, quand ils parlent de leur occupation puis du gouvernement de collaborateurs qu'ils ont mis en place, mentionnent à quel point c'est facile finalement de contrôler un peuple conquis parce que l'être humain s'adapte à tout et pour cette raison-là même, s'adapte à son assujettissement, s'adapte à ne plus être libre, vient qu'à trouver ça normal et correct et même souhaitable. C'est ce que Machiavel dit. J'ai lu juste les premières pages pour l'instant du Prince, mais c'est carrément ça qui est dit. Manuel d'un penseur, c'est ça. Instruction à donner au prince, essentiellement, comment faire pour gouverner un peuple conquis puis que ça marche. Je pense qu'il est facile de constater, en effet, que l'être humain s'adapte à tout et est très prêt à accepter son assujettissement puis limite sa propre disparition. Puis, quand il y a un coup qui est vraiment habitué à ce que ça soit ça. Puis, ça me semble bien observé. Puis, le film observe ça. Ma recommandation, savez-vous, c'est quoi? C'est Solo. C'est quasiment scandaleux de le dire. Le film de la Guerre des Étoiles, là. Puis, je recommande ça parce que c'est loin d'être parfait, c'est plutôt gros par moments. C'est un film où c'est moins habile que dans Albator. Là. Ah, voici comment le Faucon millénaire est arrivé, voici le fameux Kessel Run, là, donc qu'est-ce qui nous présente ça, voici la relation avec Lando, comment ça se met en place, voici comment Chewbacca arrive dans l'histoire. C'est pas toujours subtil, mais... Puis, je suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai vu dans un avion, ce film-là. Je trouvais que ça avait l'air plate, je trouvais que ça avait l'air pas bon.
Puis quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est pas mal meilleur que je pensais. Puis il y a même plusieurs affaires pas mal cool. Les trucs avec Woody Harrelson, puis sa relation entre Solo puis ce gars-là. Puis les affaires de gangsters vers la fin, là. Fait que mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de monde, en effet, qui l'ont pas vu, ce film-là. C'est le premier film, La Guerre des Étoiles, quand Disney a repris la franchise, qui a fait moins d'argent que ce qu'il espérait, qui a fait moins qu'un milliard, quelque chose comme ça. Ça a été, à l'échelle de La Guerre des Étoiles, plus ou moins un flop. Je pense que plusieurs personnes ne l'ont pas vu. J'ai trouvé que ça valait la peine de le voir. J'ai trouvé que c'était pas mal meilleur que ce à quoi on était en droit de s'attendre. Mais ce qui est certain qui est bon... bon pour vrai, là. OK, pas avec des nuances, bon pour vrai. Ben, c'est notre film d'Albator. J'ai oublié de mentionner, là, 30 secondes, que le père d'Albator, qu'on voit au début du film, là, il a écrit un livre qu'il a légué à son fils, là, donc Albator, puis qu'Albator est toujours en train de lire. Puis ce livre-là s'appelle « Le livre de ma jeunesse ». Puis c'est aussi plus ou moins le titre du film. Fait qu'il y a un effet de mise en abîme, là, où est-ce qu'on est en train de voir c'est la jeunesse d'Albator, puis ses ancêtres aussi, donc toute l'origine d'Albator. Puis c'est... à travers, donc c'est ça, puis au moment où il est en train de lire ce livre-là, tu sais, de manière parallèle avec ce livre-là, qui est l'histoire, que le livre que son père a écrit, puis les deux s'appellent, l'histoire de ma jeunesse, essentiellement. Je l'exprime pas très bien, là, mais c'est très, très, très habile d'avoir fait ça comme ça. Il y a vraiment de la finesse là-dedans, puis bravo, là, vraiment chapeau au créateur de Albator. Mais pourquoi donc c'est bon, Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse? C'est bon parce que c'est le prequel parfait.